Je vous présente les trublions de la classe, mauvais élèves et pourtant que de distinctions universitaires. Comme quoi, parfois on vieillit mal. Avec nous, Didier Paris, qui est député LRM des Côtes-d'Or, qui a été magistrat. Nous avons conservé avec nous Roger Marion, ex-préfet et puis patron de la division. Voilà, c'est bien dit. Et élève modèle. Bien sage, à l'image de la grande marche pour le climat hier, Camille Etienne, vous êtes la coordinatrice de l'association On est prêt. Alors on va vous donner la parole tout de suite. Il y a eu cette manifestation presque exemplaire, avec même des enfants d'ailleurs qui étaient là. Pas le moindre débordement, une sorte de joie, d'effervescence. Est-ce que vous aviez des informations sur ce qui se passait aux Champs-Élysées ? Alors oui, absolument. C'est important de rappeler qu'il n'y a eu aucun débordement pour la marche du siècle. On avait des informations sur ce qui se passait aux Champs-Élysées. Ça vous inquiétait ? Alors, nous étions très organisés, on était formés pour éviter tout débordement et savoir réagir en cas d'incident. Il faut savoir avec nous qu'on avait des gilets jaunes dans la marche. Quand vous dites on a été formé pour réagir en cas d'accident, c'est-à-dire que vous faites des simulations, comment vous vous préparez à un tel événement? Vous étiez 45 000, donc avec une tenue exemplaire, et d'un autre côté, il n'était que 10 000, et pour autant, il y a eu ces exactions incroyables. Alors, comment c'est possible ? Alors déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut pas essayer de scinder ces deux marches. La marche du siècle n'a pas été qu'une marche pour le climat. La marche du siècle était une marche de convergence entre les mouvements écologistes, les mouvements jeunes et les mouvements des gilets jaunes. Dans le cortège, on avait des têtes pensantes des gilets jaunes comme François Boulot ou Priscilla Ludowski qui marchaient à nos côtés. Donc ce qui s'est passé aux Champs-Élysées n'était pas le mouvement des gilets jaunes, était des casseurs que certes nous condamnons, mais qui ne peuvent pas être... D'accord, mais ma question, elle était précise, c'est comment vous vous préparez pour maintenir, je dirais, la bonne tenue de vos troupes. Et vous avez dit tout à l'heure, eh bien, nous sommes prompts à pouvoir répondre à une esquisse de débordement. Alors, comment vous vous formez à cela ? Alors, on a eu énormément de bénévoles qui sont venus nous soutenir, plus de 500 bénévoles qui étaient là pour coordonner cette marche, une marche qui a été préparée longuement. Et on a surtout formé nos équipes au fait de savoir réagir pour éviter tout mouvement de foule, parce que c'est les mouvements de foule qui sont réellement dangereux, c'est quand on commence à paniquer lorsqu'il y a des lancements de pierres ou autres objets dangereux. Donc voilà, notre objectif était réellement de marcher dans la joie, dans la paix, pour une justice climatique et sociale. Est-ce que vous avez des rapports avec les forces de l'ordre ? Est-ce que vous allez voir le colonel de gendarmerie qui est en face dire voilà, nos troupes, comment on va fonctionner, à tel endroit on a des relais et ces gens-là, eh bien vous pouvez les solliciter. Est-ce qu'il y a comme ça une sorte d'harmonie ? Évidemment, c'est dans l'intérêt de tout le monde que les marches se passent bien. On n'est absolument pas là pour faire des violences. Non, mais vous allez éventuellement, juste avant la manifestation, vous allez voir ces autorités chargées du maintien de l'ordre ou pas ? Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas fait dans la coordination. Je pense que d'autres personnes qui étaient là parmi les 500 bénévoles l'ont évidemment fait. Voilà, l'objectif de tout le monde, c'est que ça se passe dans la bienséance et éviter toute violence. Et on a tout intérêt à justement à se coordonner ensemble pour éviter tout débordement. Alors on va rebondir avec Roger Marion. En tant qu'ex-préfet, quand vous étiez en poste, vous alliez voir ceux qui menaient une action et pour leur dire bon, faisons en sorte que tout se passe bien. Quels sont les rapports entre les contestataires et les membres, les tenants de l'autorité? Il y a d'abord des rencontres préalables, disons qu'au moment de la déclaration de la manifestation, bien évidemment, il y a l'itinéraire qui est prévu. Il y a un lien qui se fait en permanence entre les services de renseignement du préfet et bien sûr les organisateurs à qui on demande de mettre en place ce qui s'est toujours fait, un service d'ordre en quelque sorte. Vous étiez coordinatrice, donc vous voyez, et vous avez bien précisé que vous aviez été formé et que vous avez dit quelque chose d'important, c'est que ce que vous craignez le plus, c'est les mouvements de foule. C'est à partir de ce moment-là, dans les mouvements de foule, qu'il peut y avoir, disons, des dispositifs incontrôlés, des éléments incontrôlés. Alors ces éléments incontrôlés, hier ils sont sur les Champs-Élysées, ils voient que ça tourne mal, ou disons qu'ils ont suffisamment semé la discorde et la haine, et ils se projettent chez vous. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Est-ce que vous êtes capable de les exfiltrer? Est-ce que vous avez envisagé cela? Parce que vous saviez obligatoirement que les Black Blocs s'étaient mobilisés pour hier. Bien sûr, on savait qu'ils étaient mobilisés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste marginal. On en parle beaucoup. Oui, d'accord, mais... Non, mais voilà, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la grande majorité des personnes qui étaient là hier ont marché tous ensemble et que ça s'est... Camille Etienne, je suis d'accord avec vous. Je dis, si vous êtes confronté à ces gens qui viennent, qui imposent leur violence, comment vous, eh bien, vous pouvez arriver à faire en sorte qu'ils ne viennent pas semer les paniques, surtout qu'il y avait des jeunes enfants avec vous. Bien sûr, la sécurité de nos manifestants était une priorité absolue. Donc c'est pour ça qu'il y avait énormément de bénévoles, plus de 500 sur la marche, qui géraient la sécurité de tout le monde et qui étaient là pour éventuellement orienter les personnes les plus vulnérables, donc les plus jeunes ou les personnes âgées, sur des rues parallèles. Au cas où. Mais en tout cas, je rappelle bien qu'il n'y a eu aucun souci et que j'aimerais maintenant... Non mais on n'a pas arrêté de le dire. Quand on parle on n'a pas arrêté de dissocier d'un côté la marche pacifique et de l'autre côté ce qui s'était déroulé sur les Champs-Élysées. On va le faire entrer dans notre jeu de rhétorique. Didier Paris, ancien magistrat, c'est important de le préciser parce que sur certaines questions, et vous êtes député de La République En Marche. Côte d'Or. Côte d'Or, vice-président de la commission des lois aussi. D'accord, alors les lois... dans ces sujets, évidemment. Et il y a la fameuse loi anti-casseurs qui n'est pas applicable parce qu'elle n'a pas encore été entérinée. Tout à l'heure, Roger Marion nous disait, mais c'est ce qui manque. Parce que tant qu'on n'aura pas le moyen législatif pour agir, nous serons assujettis à devoir subir ce type d'infiltration. Quel est votre avis là-dessus? Et est-ce que le gouvernement, hier, n'a pas commis quelques erreurs, quand je dis le gouvernement, du côté du ministre de l'Intérieur, sur la manière de gérer les forces de l'ordre? Il faut dire, enfin... Vous avez raison d'insister sur le fait que nous avons eu deux manifestations très différentes. Ça prouve qu'en France, on peut manifester dans de bonnes conditions. Et comme le dit Monsieur le Préfet Marion, dès lors que les règles sont respectées, c'est-à-dire une manifestation déclarée, ce qui n'est pas le cas de celle des Champs-Élysées, des contacts avec les services de police, faire en sorte que les services d'ordre des manifestants soient en contact permanent, c'est, je dirais, un dispositif classique et habituel. Mais est-ce que le législateur que vous êtes, tout à l'heure Roger Marion, précisait dans son propos, aujourd'hui on ne peut rien faire en amont. Là, ils étaient repérés, on savait qu'ils allaient déferler sur les Champs-Élysées, les trois quarts sont plus ou moins fichés, je suppose. Que peut-on faire contre eux? C'est ce que vous dites qu'ils étaient repérés. Moi, ce que je note... apparemment, tout le monde dit que sur les réseaux sociaux, ils s'étaient convoqués. Il y a eu des propos dans les réseaux sociaux, revenons-y une seconde. J'ai lu ceux de Maxime Nicole, ceux d'Éric Drouet, qui sont pour le moins inquiétants. Quand j'entends Maxime Nicole dire « ça y est, ça fait 17 samedi de suite, maintenant il faut abandonner le pacifisme », c'est des propos de cette nature, on peut craindre tout. C'est d'ailleurs un des éléments importants. Nous avons sans aucun doute des Black Blocs qui, eux, sur les réseaux sociaux, ne disent que très rarement où ils vont aller, ce qu'ils vont faire. Sauf que tout à l'heure, c'est une stratégie de leur part. Tout à l'heure, on avait avec nous Sylvain Boulouk, qui est un spécialiste, disons, un historien de ces groupuscules d'extrême gauche, et il dit, moi, depuis un mois, je savais qu'ils allaient se précipiter. Très bien, tout le monde sait avant. Non, mais apparemment, mais voilà, la question n'est pas là, Monsieur Paris. Je suis attentif à ça quand même. D'accord, mais si simple. Imaginons qu'il y ait eu quand même suffisamment d'informations. Que pouvait-on faire? Attendez, des informations. 18 week-ends de suite. Une certaine lassitude des forces de l'ordre. Le gouvernement a mis sur le terrain à Paris 40 compagnies de 80 personnes, ça fait 3200 policiers pour une manifestation qui doit se dérouler dans des conditions normales pour quelques milliers de manifestants. Ils étaient beaucoup moins, ils étaient 4 fois moins que la manifestation dont on a parlé avant. Ça doit suffire, sauf que vous avez un mélange de gens qui viennent non plus pour manifester. Vous remarquerez d'ailleurs que dans cette manifestation, il n'y a pas de revendication. Il n'y a plus de revendications. Les images que j'ai vues me font froid dans le dos. Non, mais le Black Bloc, il revendique rien. C'est-à-dire que par essence, il veut casser. Et dedans, on le voit très bien sur les images. Je pense que c'est un mélange. Moi, je ne suis pas en train de faire une assimilation absolue entre Gilets jaunes, Black Bloc et ainsi de suite. Mais quand même, nous assistons maintenant à une attitude où certains Gilets jaunes se complaisent dans cette situation. Une forme de complicité, au moins de laisser faire, au moins d'acceptation, au moins d'une forme
de déviation complète du mouvement initial. Donc, c'est très compliqué. Le gouvernement a mis, me semble-t-il, les forces de l'ordre sur le terrain. Après, on peut parler des modes d'emploi des forces. Mais est-ce que le gouvernement ne tarde pas trop à agir? Et là, je vais me tourner vers Camille Etienne. Et si on se place dans l'hypothèse qu'éventuellement, dans les jours qui viennent, ils ne sont pas du côté de la lutte pour les climats, quelques éléments qui aillent dans leur sens qui leur seraient donnés, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir là aussi une marginalisation? Est-ce qu'il n'y a pas 2 ou 3 décisions à prendre et qui montrent... Et là, avant qu'il y ait la mi-avril et les premières décisions telles qu'elles sont programmées par le chef de l'État. Nous sommes dans un état de droit. Nous avons des règles, y compris pour les manifestations, pour protéger le droit de manifestation. C'est ça qui est dangereux dans la situation actuelle, c'est que la manifestation normale est devenue difficile dans le contexte actuel. En tout cas à Paris, en tout cas les samedis qui suivent. Nous avons un état de droit, il fallait le compléter, l'améliorer. C'est la loi dite anti-casseurs, c'est en fait une loi de protection des manifestations qui a été votée de la même manière à l'Assemblée nationale et au Sénat, il faut le remarquer, c'est pas si fréquent, dont nous attendons l'application. Nous disposons d'éléments juridiques, d'un cadre juridique. Il va être amélioré dans des conditions extrêmement précises. Ça, on est d'accord, mais ça, ce sont les structures que l'on met en place. Absolument nécessaires. Mais d'accord. Pour le moment, elles n'y sont pas. Je n'ai pas à juger. Si, elles y sont, mais méritent d'être améliorées. Elles sont en gestation. Elles méritent d'être améliorées, c'est différent. Il n'en reste pas moins que n'attendons pas, du côté de ceux qui sont mécontents, quelques éléments qui soient au-delà des intentions, au-delà, je dirais, d'une, allez, j'ose le mot, de théâtralisation de décision. Camille Etienne. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir 1 minute sur ce que vous avez dit, monsieur le député. Vous dites qu'il y avait 2 manifestations que vous opposez, une pacifiste et une violente. C'est absolument faux. Il y a eu des Black Blocs aux Champs-Élysées qui ont, en effet, pillé, volé et détruit certains bâtiments. Et nous le regrettons. Maintenant, les Gilets jaunes et la grande majorité dont on ne parle pas, puisqu'on passe notre temps et notre énergie à parler de ces malheureuses... Non, mais on peut pas... Non, mais... Attendez, écoute, je finis un instant. Ouais. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut parler de ces majorités. On était plus de 100 000 personnes à marcher ensemble pour une justice climatique et d'en parler. Reste qu'il y a des constats qui sont des constats avec des gens qui ont failli mourir dans un incendie. Et c'est regrettable, bon, absolument, voilà. Absolument. Et on a vu aussi des Gilets jaunes qui adhéraient à ce qui se passait en disant nous on laisse faire parce qu'on ne peut qu'applaudir. Quand on voit le Fouquet's, c'est un emblème de la richesse, de ce qui est insupportable du monde capitaliste. Très bien. Qu'avez-vous à répondre à ça? Alors, très bien, en effet, c'est une minorité. Ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, nous avions un grand nombre de gilets jaunes qui marchaient à nos côtés pour la marche pour le climat, parce que c'est essentiel de comprendre que ces crises que nous traversons, elles sont interconnectées, elles se nourrissent l'une d'elles. Et donc, en fait, la transition écologique ne se fera pas si elle n'est pas socialement juste. D'accord. Je prenais tout à l'heure un élément dans un autre débat sur ceux qui aujourd'hui disent, à force de lutter contre le diesel, alors qu'on estime que c'est une mesure indispensable pour aller dans ce bien-être à venir et donc de lutter contre la montée du CO2, eh bien, cela dit, aujourd'hui, il y a 15 000 emplois qui sont menacés, ce qui montre qu'à un moment donné, dans une immédiateté, il risque d'y avoir une opposition entre la logique économique et la capacité à agir pour le climat. Alors c'est très intéressant et à ce propos-là, on a fait un sondage que je vous invite à consulter qui montre qu'en fait, ces 2 points qu'on a essayé de diverger, qu'on a essayé d'opposer sont en réalité très liés. On a sur ce sondage plus de 3 Français sur 4 qui placent une meilleure répartition des richesses comme une priorité absolue. Également, on a plus de 80% des personnes qui pensent qu'on devrait faire une taxe TVA limitée à 5% sur les produits alimentaires de première nécessité et sur les produits recyclés ou d'occasion. Je finis, on a par exemple un 3e exemple qui est très pertinent qui montre que 80% des personnes sondées également soutiennent qu'on taxe plus lourdement les entreprises polluantes, ce qui permettrait de donner plus de pouvoir d'achat aux personnes les plus démunies et leur permettre de participer à cette transition. Il y a une sorte de théorie angélique, il n'en reste pas moins que sur le plan, même si vous avez raison, il y a un désir, mais j'essaie d'être rationnel, dire voilà,
il y a des entreprises qui ont des employés, qui fabriquent des éléments toxiques. De jour au lendemain, si on leur demande de fermer, que fait-on de tous ces employés? Comment peut-on arriver à trouver le joint entre le monde d'hier et le monde de demain? Alors vous, en tant que député, qu'avez-vous à me répondre? Non, déjà, je pense qu'il n'y a pas d'opposition, me semble-t-il, sur ce plateau, sur l'objectif de transition écologique, l'objectif qui a été largement engagé par le gouvernement d'évoluer. Et moi, je n'oppose pas, comment dire, une vision de la société à une autre. Je reconnais parfaitement que et les Gilets jaunes et les membres qui participaient à cette manifestation hier pouvaient à un moment avoir le même objectif, qui est un objectif qu'on doit partager. Simplement, vous faisiez, je faisais, nous faisons le constat. Et là, c'est une discussion sur les manifestations, le constat d'une extraordinaire différence, plus que visuelle. Enfin, non, d'accord, mais... Et par rapport à ça, vous parlez d'économie, vous avez raison, l'économie immédiate, c'est 70 000 chômages partiels liés au mouvement des Gilets jaunes. Il faut en parler aux commerçants des Champs-Élysées. Il faut aussi en parler aux kiosquiers qui, tous les jours, vendent leurs journaux et qui ont vu leur kiosque détruit. Donc, voilà, non, mais, on parle de manifestations. Non, mais c'est pour ça que je dis, on ne peut pas éluder que l'on soit vers un objectif qui est une sorte de nécessité. Mais et en plus, on déplace parfois le problème. Je disais tout à l'heure, ces fameuses voitures diesel qui ont disparu de nos latitudes, on les retrouve en Afrique où elles polluent toujours autant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez entamer comme dialogue avec des responsables pour faire en sorte qu'on aille dans une direction, et est-ce que ça sera suffisant pour vous rassurer? Qu'est-ce que vous attendez là d'immédiat qui pourrait montrer que l'on va dans votre sens et qu'on vous comprend? Alors écoutez, on n'a pas besoin d'être rassuré, on a besoin que le gouvernement prenne leurs responsabilités, oui, parce qu'il y a une véritable urgence. Oui, mais c'est quoi l'urgence sociale? L'urgence, c'est que si on lit les derniers rapports du GIEC, on a 11 ans pour agir avant que les conséquences soient irréversibles. D'accord, mais ça on le sait, mais je vous demande, de façon concrète, là, demain, vous dites qu'il y a urgence. Alors l'urgence, on perd plus de temps. On fait quoi? Qu'est-ce qui fait que demain, vous vous dites, ça y est, oui, ça y est, on est dans la bonne direction? Eh bien, je vous dis, il faut arrêter de faire peser cette transition écologique sur les plus démunis. C'est-à-dire qu'on parle de la taxe sur le diesel, et bien si on mettait une taxe sur le kérosène, sur les avions, ça serait les personnes les plus aisées qui Camille, je comprends ce que vous dites, mais là, on est un peu dans un jeu de bonneteau. Au lieu de cela, quand je vous dis, les gens, je ne m'intéresse pas au fait qu'ils aient raison ou pas, il y a 15 000 emplois qui sont menacés pour le diesel. Comment fait-on en sorte que ces emplois... En relocalisant par exemple tout ce qui va être sur l'agriculture, si on va favoriser les petits commerces, les commerces de proximité, arrêter de fermer des écoles, dans les villages, arrêter de fermer tous ces commerces de proximité, on va recréer des emplois, on va permettre... Mais tout ça, ça ne va pas se faire d'un coup de baguette magique. Eh bien, il est temps d'agir, il est temps de le faire. Qu'est-ce qui fait que demain on peut faire quelque chose pour que ce soit exemplaire? Eh bien, arrêtez de reculer, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, sur les pesticides, le jour de la plus grande mobilisation de la jeunesse qui s'est passée vendredi, qui était historique, en même temps, le gouvernement a décidé de reculer de 3 ans l'interdiction des pesticides. Alors, est-ce que le gouvernement, Nicolas Hulot était contre le glyphosate, le ministre de l'Agriculture s'est battu pour que le glyphosate reste en place? Et il y a, quand on écoute les paysans, ceux qui disent de toute façon, on ne peut pas s'en passer. Et puis d'autres qui vous disent aujourd'hui, mais si, il y a des solutions alternatives, il suffirait que ceux qui sont les professionnels de l'agriculture aient envie de s'y lancer. Le ministre de l'Agriculture s'est pas battu pour que les glyphosates soient maintenus ad vitam aeternam. Simplement, nous avons un objectif européen qui est fixé à 5 ans et maintenant 4 ans, sur lequel le gouvernement s'est appuyé. Nous lançons ce dispositif, nous venons de signer, le ministre de l'Agriculture vient de signer avec le monde agricole, FNSEA et les organisations, un contrat de solution. L'idée, c'est quoi? C'est clairement, on va sortir du glyphosate, simplement il faut que ça se fasse dans des conditions de temps très réduites, mais qui permettent aux uns et aux autres, et à nos agriculteurs en particulier, dont il faut connaître la situation délicate, de faire cette transition, Il n'y a aucune difficulté, et la loi Egalim, la dernière loi de réforme de l'agriculture profonde qui restructure les prix agricoles à partir de la production, permet aussi les circuits courts dont vous avez parlé. Il y a beaucoup d'éléments
On a compris. mis en place dans ce sens. Veillons simplement à ce que le dilatoire ne devienne pas synonyme d'éternel. Merci beaucoup Didier Paris, merci à vous Camille Etienne, merci à vous Roger Marion. Merci, voilà la fatigue. Merci à vous. Il est 14h, il est temps que je me retire. Dans un instant, eh bien, vous continuez à être fidèles à CNews avec nos camarades qui vont me succéder. Il y a donc à chaque fois Sophia Rousseau et Anthony Favali. À tout de suite.